On a fait affaire avec un consultant de Santé Canada. On s'est fait dire, c'est correct, tu peux lancer ça comme ça. Qu'après 6 mois, dans 450 points de vente, les clients trippent. On se fait dire que les ingrédients à l'intérieur de tout ça sont dangereux pour le public, sont pas légaux. Samuel, un entrepreneur, un podcaster qui a eu beaucoup de croissance, beaucoup de succès à la tête de Mindblow, qui est une entreprise en fait qui produit une boisson énergétique à base de produits naturels. Et là, nous, on dit, notre supplément est approuvé, sécuritaire, génial. Oui, mais c'est correct en poudre. Mais c'est pas correct en canette. Rien voulu entendre, rappel de classe 1, détruit 30 000 canettes, puis c'est détruit une par une devant la madame, les bras croisés qui nous regardent. C'est l'équivalent de brûler des billets d'argent. Quand j'avais 21 ans, j'ai été arrêté pour trafic, possession, complot. Ils m'ont mis une belle grosse étiquette, puis ça a été, comme je te l'ai dit, la plus belle chose qui m'est arrivée. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du côté sombre des affaires où on rencontre des entrepreneurs et qu'on s'inspire, on apprend de leur parcours, de leurs erreurs pour se propulser puis apprendre de cette belle sagesse entrepreneuriale-là, cette belle connaissance collective comme on aime bien le dire chez Avego. Aujourd'hui, je rencontre un passionné, un entrepreneur, un podcaster, un des rares podcasters qui a eu beaucoup de croissance, beaucoup de succès, qui a dépassé les 100 épisodes récemment et qui est aussi à la tête d'une entreprise dans le retail qui est Mindblow, qui est une entreprise en fait qui produit une boisson énergétique à base de produits naturels pour aider les gens dans leur fonction cognitive et leur donner un boost d'énergie pour être plus performants. Alors, Samuel, bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Magnifique endroit dans lequel on se trouve. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis super content avec toi. Bienvenue dans notre petit manoir. Yes. On a décidé d'ouvrir les portes pour quelques épisodes de podcast, quelques entrevues avec toute la saga qui se passe avec le Canada, les États-Unis, l'importation, l'exportation. Tu as une entreprise qui produit, en fait c'est une entreprise québécoise, donc c'est important de le dire que c'est produit ici à Blainville, que tu me disais. Donc tu as des partenaires qui ont une usine qui fabrique le produit en fait à Blainville. Les canettes proviennent de Québec. Exact. Donc tout est fait ici. Dans ta matière première, donc dans les produits que tu utilises, on va en parler un peu plus. Tu utilises des nootropiques, bon, évidemment des saveurs et tout ça. Et ça provient entre autres de la Chine et des États-Unis que tu me disais. Exact. Comment tu as réagi quand tu as vu que peut-être que tous tes achats de produits ou même tes ventes de produits à l'étranger pourraient être impactés par une hausse de tarif de 25 %? Comme on l'a dit, quand j'ai reçu ta magnifique invitation pour le podcast, j'étais en voyage en famille. J'étais en train de me prélasser les fesses dans le sable dans le sud avec la famille. Fait que sur le coup, quand j'ai vu ça, on avait déjà parlé un petit peu quelques semaines avant, quelques jours, que ça s'en venait potentiellement. Mais ça a été confirmé quand j'étais dans le sud. Fait que, évidemment, je ne peux pas réagir en étant en distance comme ça. Personne ne peut réagir quoi que ce soit en ayant des peut-être ou des quelque chose. Puis ça a tellement duré, 24-48 heures avant qu'il y ait eu la pause de 30 jours. Fait que, de mon côté, c'est sûr que pour l'instant, on est en plan de match pour voir qu'est-ce qu'on va faire après ce 30 jours-là. Fait que, est-ce qu'il va vraiment avoir des tarifs, des hausses comme ça? Est-ce que mes consommateurs vont être impactés? Parce que moi, de mon côté, j'ai des achats de matières premières aux États-Unis. J'ai mes manufacturiers qui en commandent aussi autres. J'ai des leads pour mes poules Mindblow qui viennent de là-bas. J'ai plein de choses qui viennent des États-Unis, entre autres. Donc, si en effet, il va y avoir des tarifs, est-ce que ça va être passé la facture à mes co-packers, mes manufacturiers qui vont évidemment, c'est sûr, me refiler la facture? Et comme je te disais dans le podcast, de mon côté, on est un produit qui est high-end. Fait qu'on veut vraiment être dans montrer que les nootropiques, les suppléments, c'est bon pour ce qui est cognitif, concentration, énergie, mais ça vient avec un prix quand même. Donc un certain cost pour moi et pas pour le consommateur, un prix un petit peu plus cher, mais que de mon côté, je considère que les gens prennent souvent 2 Monsters pour 7 $. Avec une canette, on en a amplement pour la journée au complet avec Mindblow. Fait que j'ai pas envie d'avoir à envoyer une facture davantage à mes consommateurs. Fait que ta vision, c'est de réussir à naviguer là-dedans sans que le consommateur, dans la mesure du possible, ne soit pas impacté pour continuer à profiter d'un produit de qualité. J'ai pas le choix en tant qu'une petite entreprise, en tant qu'une PME pour l'instant pour Mindblow Energy. C'est comme, on n'est pas encore, comme je te le disais, Red Bull ou Monster World. On n'est pas dans une stratégie financière qu'on peut se dire comme, moi demain, j'augmente mon prix puis c'est pas grave. On n'est pas là encore. On travaille tellement fort sur les incitatifs marketing. Ça va vous faire découvrir, ça va vous faire connaître. C'est vraiment ça. C'est quand tu as un produit comme ça, retail, tu dois goûter pour, premièrement, goûter si tu aimes ça, mais en plus, sentir les effets. Fait que si je peux même pas rentrer dans les magasins ou autres,
Fait que si en plus je dois déjà penser à une stratégie d'augmenter mon prix pour mon consommateur ou mon commerçant ou autre, si tout le monde doit augmenter la facture, c'est sûr que ça va nous impacter à court terme. Fait que la première chose à quoi je pense, c'est est-ce que nous, nos costs vont augmenter? Si c'est le cas, de quelle façon est-ce que je peux essayer de ne pas impacter mon consommateur? Puis comme je te le disais, à moyen terme, on a un plan d'expansion vers les États-Unis. On veut aller vers les USA. C'est un beau marché pour nous, les boissons. C'est un énorme marché. Est-ce que ça va ralentir mes plans? Est-ce que ça va les empêcher? Est-ce que ça va laisser la place à d'autres compétiteurs de rentrer avec un produit un peu plus niché comme nous, avec des suppléments à l'intérieur? Fait que c'est des petites craintes qu'on a en ce moment, qu'on essaie de se préparer tant bien que mal, puis de ne pas juste se fermer les yeux, se dire « Ah, on a un 30 jours, ça veut dire que ça n'arrivera pas finalement. » C'est possible que ça arrive. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du Club Privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. J'aime ce que tu dis au début, que tu as eu la nouvelle, mais comme tu n'as pas réagi. Puis je pense qu'une des pires erreurs qu'on peut faire quand il arrive quelque chose, puis Dieu sait qu'en business, puis dans la vie en général, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des zones de stress, des imprévus, des choses qu'on n'a pas vu venir, puis ils nous arrivent dessus. Puis la pire chose à faire, je pense, c'est de carrément réagir puis être trop rapide. Donc, je pense que de prendre ce pas de recul-là, analyser la situation, comme de fait, ça n'a pas passé. Dans 30 jours, ça va-tu passer ou pas? On verra bien. Ouais. Quand l'épisode va sortir, je pense qu'on va le savoir. Mais bref, tout ça pour dire que de prendre le temps pour prendre une décision posée, bien, et réfléchie, c'est la meilleure des choses. On en a qui ont pris des décisions hâtives dans le COVID, dans des situations, dans les hausses de taux. Ouais. Tu sais, ça, c'est comme la hausse de taux, les taux sont mis à monter, puis là, les gens avaient un taux variable. Ah, là, je vais prendre un taux fixe, puis là, finalement, ils se sont gelés un taux, puis là, ben, regarde donc ça, les taux ont baissé. Donc, de prendre des décisions qui sont réfléchies, non pas émotives, je pense que c'est important. Tu me parlais que 2025, vous vous prépariez à l'expansion aux États-Unis en 2026. Ouais. Fait que là, toute cette incertitude-là, est-ce que ça t'amène à vouloir peut-être faire connaître encore plus ton produit dans le marché local ici, vu qu'il y a un désir, je pense, pour les consommateurs d'encourager davantage des entreprises comme la tienne au lieu des géants américains qu'on connaît dans les boissons énergétiques? Puis comme tu disais, il y en a qui ont été très rapides à réagir. Tu sais, quand on n'est pas un géant comme nous en ce moment, je veux dire, quand on n'est pas encore une entreprise qui a fait ses marques partout dans le monde, bien, mon but, c'est pas d'essayer de choquer nos voisins américains ou les discussions qu'on a déjà entamées avec des distributeurs potentiels, dire nous on boycotte ou on peut pas se permettre ça pour le moment. Fait qu'il faut vraiment réfléchir à un plan d'action. Puis j'en vois qui le font, puis qui sont un peu plus bold, puis qui sont plus ben nous on fera plus affaire avec eux, ou nous Amazon c'est fermé, ou nous on passera pas le Super Bowl ce dimanche. Il y a des gens qui sont très c'est quelque chose ces réactions-là. Hein? C'est quelque chose, mais je vois en même temps je comprends pourquoi, mais j'ai de la misère à expliquer quelqu'un qui va se priver d'un marché ou de... Je sais pas. Je pense une tentative marketing, surtout d'amener les Canadiens à être plus proches ensemble. Je pense qu'il y a un bien derrière tout ça, mais des fois, quelles vont être les conséquences? Fait que moi, je suis plus dans la réflexion en ce moment d'y aller une étape à la fois. Comme je te le disais, je pense que ça peut être positif pour les Canadiens. Par contre, si ça arrive, que justement, les Canadiens vont se serrer davantage les coudes aussi. Fait qu'autant entre entreprises que de dire, bien parfait, on va acheter plus local ou on va faire plus rentrer des produits locaux. La SAC qui voulait enlever les produits américains, ces choses-là, si ça arrive réellement, puis moi, je suis dans un marché saturé. Là.
Fait que des places sur tablettes réfrigérées, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. S'il y a réellement des produits américains qui s'enlèvent des tablettes, ça va être positif pour moi ici au Canada. Fait que je le vois quand même potentiellement pour ça. Fait qu'à court terme, de me concentrer sur mon Canada, sur mon Québec, ça a 100% du sens. Puis si ça passe réellement, bien de double down là-dessus, puis de me présenter comme un produit canadien, québécois, de faire des collaborations avec une entreprise québécoise, je pense que ça fait tout son sens pour exploiter au maximum qu'est-ce qu'on peut faire ici. Il y a beaucoup d'entreprises souvent qui sont pressés d'aller ailleurs. Puis ils n'ont même pas encore maximisé qu'est-ce qu'ils peuvent faire quelque part. Puis c'est bon ce que tu dis. Je dis ça, puis j'ai été longtemps comme ça, puis je t'en parlerai si tu veux. On a déjà eu des produits refusés aux États-Unis dans le passé. Ah ouais? OK. Oui. Fait que, qui ont été pris là-bas dans les douanes, mauvais étiquetage, renvoyés ici au Canada. Bref, une histoire d'horreur parce qu'on était trop pressés. Mais j'en vois beaucoup que c'est comme, ils sont à 25% de contrôle dans le Canada, puis ils décident, États-Unis, Europe, puis moi, je reviens aux sources. On a fait le Québec. Là, on veut se concentrer sur Canada, Canada anglais aussi. Et si jamais ça se passe vraiment aux États-Unis et que ça dure et perdure, peut-être aller vers le marché européen où est-ce que j'ai beaucoup de contacts, beaucoup d'amis là-bas aussi, qui est super intéressant aussi à l'explorer. Ouais, ouais. Est-ce que ton produit, justement, les gens savent que c'est une compagnie québécoise, canadienne? C'est sûr que ça s'appelle Mindblow, puis on se les fait dire quand même souvent. Je trouve que c'est d'ailleurs, je trouve que c'est un excellent nom. C'est vraiment un beau nom, un beau brand. Mais en effet, on peut pas deviner que ça vient du Québec juste avec le nom. Exact. Est-ce que sur vos produits, c'est bien indiqué que c'est produit ici? Ça l'est indiqué parce qu'on n'a pas le choix de le faire sur l'étiquetage. Mais est-ce que ça l'est suffisamment? Pas suffisamment. Puis encore là, ça va avec le gars pressé quand j'ai lancé Mindblow au départ, de vouloir être rapidement anglophone pour aller vers les États-Unis rapidement. Fait que je te dirais que ça va peut-être même forcer des entreprises, dont la mienne, à peut-être revoir notre étiquetage, notre marketing, notre branding avec ça. Pourquoi pas le mettre plus en avant-plan, justement? Mais la force du retail, souvent, c'est de dire, parfait, ça ici, qu'est-ce que j'ai là visuellement, c'est une chose. Mais dans l'emplacement où est-ce qu'on va le placer, on peut avoir, on appelle ça des danglers, des choses qui sortent de l'étalage, ça peut être des affiches. Peut-être mettre l'accent davantage sur la pub, sur le marketing, là, mettre vraiment de l'avant le fait qu'on est québécois, pour me laisser quand même une certaine latitude. Sur l'étiquetage. Dans le sens où si ça dure 3 mois, finalement, les tarifs, puis que là, ben, je suis déjà prêt à aller un petit peu à l'extérieur ou autre. Il y a beaucoup de décisions à faire sans être peut-être trop intense aussi. Ça nécessite-tu pas mal de temps ou d'investissement pour justement changer l'étiquetage puis graduellement ajouter quelque chose, disons, sur ta présentation de produit? Dans un cadre où, comme moi, on est copacké, oui. Qu'est-ce que ça veut dire copacké pour ceux qui ne savent pas? Fait que copacké, comme tu l'as dit, c'est que j'ai un manufacturier. J'ai une entreprise tierce qui me produit pour l'instant. Moi, ça me permet à moi d'avoir moins de coûts, de ne pas avoir à avoir une usine, d'avoir investi 1 million en machinerie ou autre. Et ça vient avec le fait que je peux me concentrer mon capital sur le marketing, sur mes employés. Et ton temps et ton énergie au lieu de gérer une usine de production. Puis, Les problèmes, le côté négatif, ça vient avec des plus gros minimums. Ouais. Parce qu'ils ne vont pas faire une petite production pour moi. J'ai moins de contrôle sur mes inventaires, sur mes productions, parce que eux, ben, moi, c'est 6 000 litres. C'est 6 000 litres. Fait que financièrement, ça peut être plus difficile de lancer des nouveaux produits. Si j'ai des canettes qui ont des problématiques, qui sont déjà encannées, c'est pas que tu les jettes, puis ben, si tu les jettes, tu recommences, tu repayes une autre fois. Là. C'est pas chez vous que tu peux trasher des choses ou dire, parfait, moi, je fais juste 2000 litres. Ou... Il y a beaucoup de problématiques avec le fait de copacker ailleurs, parce qu'autant sur ton cost que tu as de la main-d'œuvre à payer, tu as leur gang à payer, tu as leur cote à payer, tu as leur minimum à payer comme ça. Fait que tu me dis, est-ce que c'est facile de changer rapidement quelque chose? Non. Parce que si j'ai 25 000 canettes d'imprimés comme ça, puis qui sont bonnes 2 ans, souvent c'est plus que ça, mais mon expiration, je dois mettre que c'est 2 ans, bien, je dois quand même les passer avant de mettre les autres. Fait que c'est pas un claquement de doigts. Tu y penses, là. Faut que tu y penses. C'est une tendance qui va perdurer ou pas. Exactement. D'où peut-être l'importance de mettre plus de marketing, de pub. Est-ce qu'on rajoute une sleeve ou quelque chose? D'investir sur de la complémentarité, sur des compléments qu'on peut mettre pour montrer qu'on est un produit canadien, québécois, pour nous mettre de l'avant, plutôt que de peut-être essayer de changer mon design à court terme. Parce que là, ça pourrait peut-être m'impacter davantage sur mes costs, sur le fait que je peux pas me revirer rapidement avec ça. Oui, c'est ça. OK. Fait que ça, ton plan d'expansion vers les États-Unis, il est encore là. Tu regardes justement qu'est-ce qui se passe pour évaluer est-ce que c'est une tangente, est-ce que les tarifs vont arriver ou pas. Évidemment que si les tarifs arrivent, ça vient de rétrécir les marges de façon importante. Dans cette éventualité-là.
comment tu vois la suite? Est-ce que tu vois justement de mettre plus l'emphase au Québec puis au Canada, d'autres pays à la place des États-Unis? Ou... Le but, ce que j'ai appris dernièrement, c'est surtout de jamais arrêter complètement quelque chose, ce qui veut dire que je ne veux pas nécessairement arrêter mes communications ou autre. Je veux tout le temps rester avec ce plan-là quand même qui est d'aller aux États-Unis en 2026. Je ne dois pas mettre ça sur pause pour la situation. Je dois avoir des plans B, C, D pour make it happen. Peut-être que ça ne fonctionnera pas comme que je veux, mais je dois quand même continuer à le faire. Peut-être que ce ne sera plus la priorité numéro 1, mais ça doit rester là quand même. Comme je l'ai dit, si ça arrive réellement et que ça dure et perdure, on va se concentrer sur ramasser le Canada au complet. Fait qu'être certain qu'on est là et qu'on est dominant au Canada français et anglais le plus possible. Et comme je le disais, peut-être aussi viser des pays où est-ce qu'on a déjà un petit peu plus de chances d'avoir une croissance rapide, comme peut-être l'Europe, une autre francophonie. Je le dis souvent, moi, je me sens un peu, des fois, pris dans mon français au Québec un peu. Des fois, on ne maîtrise pas l'anglais à 100 %, ça nous enlève des possibilités. Le français francophone est si différent qu'on ne sait pas comprendre à 100 %. Fait qu'il y a quand même, par contre, un côté plus facile à aller percer la francophonie si on est déjà ici au Québec. Fait que moi, c'est dans mes plans définitivement d'aller en Europe et d'aller voir mes amis, mes abonnés, les gens qui me suivent déjà dans notre parcours. On a beaucoup de demandes même déjà que ce soit là-bas. Après, il y a les certifications, assurer que ça peut perdurer dans le temps. Est-ce qu'on produit là-bas? Est-ce qu'on exporte? On a parlé, est-ce qu'on fait du 3PL là-bas? Il y a beaucoup de petites choses à tweaker, mais je pense que ça peut être plus rapide à mettre en place une solution temporaire vers l'Europe qu'aux États-Unis présentement. Vu que... Assurément, ouais. Tu as parlé de 3PL. C'est quoi 3PL pour ceux qui sont moins familiers avec la distribution? Je me souviens pas exactement c'est quoi l'acronyme, mais au final, c'est une entreprise, un entrepôt qui prennent tes produits, donc tu vas venir payer de l'entreposage et eux vont aussi le fulfill pour toi. Fait que c'est par exemple, toi, tu peux avoir des commandes qui vont passer et tu les envoies de leur côté. C'est quasiment comme du dropshipping un peu. C'est où est-ce que, justement, tu leur envoies les commandes, eux vont les shipper, vont s'occuper de la livraison. Ils ont l'inventaire pour toi, puis ils s'occupent de la livraison, puis du shipping and handling. Là. Il y a beaucoup de PME qui font ça pour être capables d'éviter d'avoir beaucoup trop d'entreposage de leur côté, pour engager des gens pour faire les envois ou autres. Fait que je pense qu'il faut quand même avoir un certain volume, par contre, parce que si tu n'en as pas assez, ça peut quand même être des frais, je dirais pas exorbitants, mais quand même des frais importants que si tu es une petite entreprise qui n'est pas encore prête. Un minimum de volume, c'est exact. Sûr. Okay. Mais c'est intéressant pour quand même croître en pouvant te concentrer, un peu comme moi je l'ai fait avec le co-packing. Si on n'est pas prêt à grossir en termes d'entreposage, à avoir justement les employés pour faire les shipping, d'avoir une compagnie comme ça. Et l'avantage, des fois, c'est un 3PL dans un autre pays. Comme là, je le disais, bien, visons l'Europe, visons un 3PL en commençant, puis utilisons ça pour fulfill nos commandes de Amazon.fr, pour nos commandes de clients qui veulent avoir des produits en Europe, mais que de shipper d'ici, ça va coûter 45 $ juste pour faire un envoi overseas, par exemple. Oui, c'est ça. La mission d'Avego a toujours été d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société. Je me fais tout le temps dire, Olivier, j'aimerais ça faire partie de ta retraite. J'ai pas assez d'expérience. Je veux rencontrer d'autres entrepreneurs. Je veux faire partie d'Avego. C'est la raison pour laquelle on a créé le programme Accélérateur. Ce programme-là a été conçu pour aider l'entrepreneur qui désire se lancer en affaires, le jeune entrepreneur, mais qui touche aussi l'entrepreneur averti, aguerri. C'est quoi en fait? C'est des ressources pour t'aider dans plusieurs aspects de ta business, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, c'est un programme qui comprend plusieurs programmes de nos formations les plus utilisés. Donc, si tu es un ou une jeune entrepreneur, que tu es en croissance, Avego peut t'aider maintenant avec le programme Accélérateur. Alors, rends-toi sur avegoacademy.ca et rejoins le programme Accélérateur pour rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra te donner tous les détails et que tu puisses enfin faire partie de la grande famille d'Avego. Et on retourne au podcast pour la suite. Ouais. Tu me dis que tu as à peu près 75% de tes ventes qui se font en ligne, 25% dans les magasins. Quand tu dis en ligne, on parle sur ton site ou sur des sites comme Amazon, un peu tout ça. Où est-ce que les gens peuvent procurer se procurent des produits? Ouais. J'engloberais dans le 75% Amazon et notre site web. Fait qu'Amazon ne vend pas juste des produits américains. Non, à 100%. Ils vendent aussi des produits canadiens. Exact. Donc, Amazon.ca. On est aussi sur Amazon.com avec le FBA là-bas. Donc, Amazon.com détiennent nos produits en entrepôt et font les shipping aux clients.com là-bas.
Pourquoi est-ce qu'on est plus fort en ligne qu'en retail? Souvent le contraire pour un produit comme le mien, c'est qu'on a aussi MindBlow en supplément qui existe depuis 2021. C'est ce qu'on a lancé en premier. C'est devenu très trending en ligne. On est devenu numéro 1 sur Amazon assez rapidement. Ouais. Fait que ça nous a énormément propulsé comme brand sur Amazon. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé numéro 1 rapidement sur Amazon, dis-moi? Parce que c'est une question que souvent les gens se posent. Hein, comment faire pour être sur Amazon, mais performer sur Amazon avec tellement de compétition? Je pense que d'être niché aide beaucoup. C'est certain qu'on peut réussir avec n'importe quoi, n'importe où, si tu as du marketing externe ou autre. Nous, on était dans le mot-clé Nootropics, qui au Canada était très, très peu connu. Moi, je ne l'ai peut-être pas raconté, mais quand j'ai lancé MindBlow à la base, je consommais des médicaments de prescription pour travailler dans mon ancienne entreprise de coaching parce qu'il n'y avait pas nécessairement de produits qui me procuraient la concentration que j'avais envie. Puis là, on mentionne ça, puis c'est pas santé du tout. Mais quand j'ai découvert les nootropics, j'ai importé ça des États-Unis. C'est un produit qui s'appelait, je sais même pas le nom à l'époque, puis ça me donnait vraiment plus que la caféine, mais moins de jittery, moins de sentiments dégueulasses que quand tu prends trop de stimulants. Puis quand j'ai voulu retrouver la même version canadienne pour éviter les frais de port ou autre, il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait absolument rien en 2020 qui contenait des nootropics, à part quelques pré-workouts, des produits pour s'entraîner. C'est là que j'ai dit, on va créer ce produit-là pour les gens qui veulent être plus concentrés, qui veulent être plus performants, pour les entrepreneurs, les étudiants, les mamans-papas qui sont fatigués. Puis, j'ai comme, malgré moi, trouvé un trou, un produit manquant au Canada. Et dès qu'on l'a créé et qu'on l'a mis sur Amazon.ca, il y a eu rapidement un trend autour de ce produit-là. Les mots-clés, je pense qu'on a eu un bon timing. Joe Rogan avait un nootropics aussi qui était comme... Ouais? Okay. On était dans un bon timing. Ça aide aussi, mais oui. Fait que la recherche du mot-clé, qui avait si peu d'autres produits au Canada, nous a mis rapidement numéro 1. Un peu d'investissement publicitaire quand même pour nous aider à avoir un listing en haut tout le temps. Puis au final, après quelques mois, tu écrivais Nootropic, on était tout le temps le premier. Puis en ce moment, tout produit énergisant confondu au Canada, on est numéro 1. Quand tu le recherches, on est en haut tout le temps. Fait qu'en termes de vente, c'est sûr que c'est super intéressant, ça nous aide énormément. Mais si tu compares déjà juste avec .com va en avoir peut-être 40 autres produits comme le mien ou similaires. OK. Fait que déjà là, une plus grande compétition. Il y a beaucoup moins de plus compétition au Canada, dans le fond. Oui. Puis est-ce que tes ventes d'Amazon.ca, c'est principalement pan-canadien ou c'est pas mal plus québécois? Pan-canadien, c'est plus je te dirais, les autres provinces, hein? 35-40% québécois quand même, mais davantage à l'extérieur, puis c'est ce qui est cool. Parce qu'en ce moment, on a beaucoup de clientèle québécoise, parce qu'on est au sol ici, entreposé ici, manufacturé ici, beaucoup de clientèle québécoise, mais d'avoir Amazon comme ça, puis d'avoir autant de clients qui nous découvrent à l'extérieur de la province, pour nous, c'est super intéressant. Dernièrement, ce qu'on a découvert le plus possible, c'est comment est-ce qu'on peut ramener ces clients-là d'Amazon vers notre propre site web. C'est à ça que je pensais depuis tantôt, mais oui. C'est parce qu'Amazon vont garder le data tout le temps, vont garder le numéro de téléphone, vont garder... Tu sais, même si tu as le numéro de téléphone, je vais pas te texter pour lui dire « Hey, c'est Sam de MindBlow ». En fait, tu pourrais, mais tu n'as pas les informations pour retargeter, pour venir... Ah oui? T'as pas beaucoup? T'as-tu les adresses courriel? Non. T'as pas d'adresse courriel? T'as souvent le numéro de téléphone, qui est un numéro contact, mais ils te le disent. Tu peux pas retargeter en marketing non. avec ça. T'as pas d'email, t'as pas absolument rien. C'est une messagerie intra-Amazon. Oh my God. Et eux reçoivent un courriel par la suite. Fait que t'as pas de data pour réutiliser, pour avoir ce client-là à long terme. Oui, ça se peut qu'ils achètent sur Amazon tout le temps, mais à 25-30% de marge qu'ils vont venir perdre avec ça. Et si t'as des promos, des Black Friday, des si, jamais ce client-là et toi-même ne peuvent en bénéficier aussi. Fait que dernièrement, on a rajouté des collants avec des codes QR sur nos produits sur Amazon et c'est écrit Scan for Gift. Et quand ils vont, ils ont une roue à tourner, ils ont un cadeau automatiquement. Sur ton site, dans la maison mère, puis là, j'imagine qu'ils ont des promotions, des avantages à s'abonner pour avoir des rabais avec des produits à rabais comme première commande. Le pixel Facebook et TikTok et compagnie le capturent déjà, donc retargeting possible. Donc, il y a des stratégies à mettre en place pour Amazon pour perdurer dans le temps le plus possible. Mais c'est sûr que la force d'Amazon, c'est l'écosystème. C'est la masse. La simplicité. Exact. Fait que tu veux avoir un listing performant, tu veux avoir une équipe dédiée à Amazon en tout temps, changer les images souvent, changer la description, travailler les mots-clés, travailler le SEO, travailler les ads, parce que tu veux tout le temps être au top of the game en haut, tu veux jamais être out of stock. Puis après, tu veux trouver la façon de les amener en dehors d'Amazon pour les garder sur le long terme avec des promos puis des choses. Puis fait que c'est un peu la réalité qui a fait que on est très fort en e-commerce chez MindBlow, ça se passe très très bien. Puis là en ce moment, c'est comment est-ce qu'on peut répliquer ces forces-là vers du retail en étant coloré, en étant
bold, en ayant un marketing qui sort du lot de nos compétiteurs qui sont souvent très sport extrême ou très propre, organique, soigné. Fait que, mais moi, je trouve ça passionnant. Wow. Est-ce que tu as créé un abonnement justement sur ton site web que les gens peuvent bénéficier d'un rabais X s'il y a une autocommande à tous les débuts de mois ou quelque chose comme ça? On l'a sur Amazon, puis ça se passe très bien. De l'avoir testé sur le site web, ça n'avait pas autant fonctionné. Vous l'aviez testé? On l'avait testé. Je te dirais qu'encore une fois, ça c'était peut-être à l'époque, ça avait un peu plus d'1 an, où est-ce qu'Amazon, on avait beaucoup plus de ventes sur Amazon que sur le site web. OK. Dernièrement, on travaille beaucoup d'incitatifs pour vraiment être capable d'amener les gens sur notre site web et d'y rester à plus long terme, des programmes ambassadeurs, des programmes partenaires, des gens qui viennent pour amener leurs propres abonnés puis des influenceurs. On travaille beaucoup de différentes façons d'amener les gens à bénéficier, d'avoir plus. Beaucoup de storytelling, nos erreurs, nos réseaux sociaux sont très forts aussi. Fait que beaucoup de comment pouvez-vous participer, sans nécessairement être actif à 100%, dans l'entreprise pour les faire sentir que quand ils achètent un produit Mindblow, il y a quelque chose derrière ça. Il y a une équipe derrière ça, il y a un cadeau de plus qu'on vous a mis parce que vous êtes venu sur notre site web, il y a un message personnalisé par texto qui est envoyé par la suite par Dylan dans l'équipe qui est là. Il y a beaucoup d'attention pour garder ces clients-là parce que c'est eux qu'on le sait que c'est nos meilleurs clients, puis on a un produit très repeat. On a un excellent repeat purchase history. Là, on le voit que les clients rachètent et rachètent et rachètent. Fait que c'est dans nos plans de remettre le Subscribe and Save sur notre site web prochainement pour voir les retombées. Parce qu'en ce moment, notre site web a complètement explosé nos ventes d'Amazon. Fait que c'est très intéressant ce qui se dessine pour 2025. Là. Félicitations. Y a-t-il quelque chose en particulier que tu vois qui a contribué à faire en sorte que ta proportion de vente sur ton site web versus Amazon a évolué à ce point-là? Les réseaux sociaux, tu le sais, je suis un fervent. Autant que le podcast, coach, j'écris du contenu. Oui, mais tu es déjà rendu à quoi, plus de 100 000 sur TikTok? 108 000 sur TikTok, on est 108 rendu. 000, félicitations. Fait que j'ai toujours été un entertainer, je pense. J'aime ça. Je suis un gars de théâtre au secondaire. J'aime cette portion-là de ma personne. J'aime ça faire ça. La réalité, après ça, à l'extérieur, dans les compagnies, comment est-ce qu'on peut le rendre intéressant? J'ai souvent eu un peu plus de questionnements de ce côté-là. Comment est-ce qu'on peut faire du contenu qui intéresse les gens en parlant de nos entreprises, de nos produits, sans être juste un vendeur? Ouais. C'est là que j'ai découvert le storytelling. Okay. Je sais pas si tu connais Jake Carls de Midday Square, qui est un gars-là passionnant pour moi. Comment est-ce qu'on peut rendre autant intéressant le good, the bad, the ugly dans une compagnie? Tout ce qui est beau, bon, pas beau, les erreurs, les produits pris aux États-Unis, comme que je t'ai dit, une bâche qui est scrappée, qui est pourrite, qui est whatever. Il y a tellement de choses qui arrivent dans le quotidien d'un entrepreneur ou d'une business. Pourquoi pas l'exposer? Et ça fait une grande différence sur nos ventes sur notre site web. Les gens se sentent proches de nous. Les gens ont envie de venir faire ces achats-là. Ils savent qu'ils vont avoir un petit cadeau, comme je l'ai dit, un petit nanan ou quelque chose. Ils savent qu'ils participent à une PME qui grandit au Québec en même temps aussi. On a lancé des live TikTok shopping qui est rendu un peu plus trending aussi. On a commencé, on fait des soirées qu'on fait plusieurs milliers de dollars à juste jaser avec les gens, à les gâter, à trouver des sponsors comme Shop Santé et autres pour gâter nos clients qui achètent durant ce moment-là. Fait que beaucoup de participation active. Et comme je te l'avais dit, le programme partenaire qui est comme un programme affilié, que les gens se sentent vraiment comme s'ils prennent part aux décisions. Hey, c'est quoi la prochaine saveur? Ben, c'est eux autres qui vont décider avec nous autres. Puis c'est eux qui vont être sondés, qui vont y goûter en premier. C'est eux qui ont des codes pour leurs abonnés. C'est eux qui débloquent des bonus. Fait que on est très e-commerce driven, je te dirais. Ouais. Là, c'est vraiment le retail qui était moins ma force, moins mes connaissances. Comment est-ce qu'on peut ramener ça un petit peu plus à... C'est très différent, la vente en ligne versus le retail. C'est deux mondes. Oui. C'est un peu moins mon ananas, je te dirais, mais je me découvre là-dedans de plus en plus en tant qu'entrepreneur, puis c'est challengeant, puis j'aime ça. Ben, c'est peut-être de trouver la bonne personne aussi qui va le faire pour toi, le retail. Oui. Des fois, ça peut être ça. C'est ça, quand c'est pas ton industrie, c'est moins naturel. C'est un langage qui est différent, c'est une approche différente. Puis tu as plein d'écoles de pensée, il y en a beaucoup, c'est comme c'est le boss qui devrait aller cogner aux portes, surtout quand tu commences, des fois. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Surtout pour du retail, il y en a beaucoup, c'est comme, c'est toi qui connais ton produit, c'est toi qui connais tes choses. Oui, ton distributeur peut être super ou ta force de vente à l'interne, il parle juste de Mindblow, c'est super. Ton distributeur qui va cogner puis qui a 1000 produits à parler, dont Mindblow, dont de la pizza, dont des papiers de toilette, ça se peut que ce soit difficile à te faire rentrer à la vitesse que tu veux. Mais toi qui s'y connais tellement puis qui veut bâtir... Je te l'ai dit dans mon podcast à quel point j'aime ça bâtir des relations. Puis il y en a beaucoup qui pensent comme ça dans le domaine du retail. Mais c'est time consuming. Fait qu'il y a beaucoup de
de réflexion à avoir sur où est-ce que moi, je veux mettre mon temps aussi. Puis des fois, ben c'est... Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on veut faire ce qui est bon pour la business, mais on veut quand même faire ce qui nous passionne aussi. Ouais. Fait qu'il y a ça qui se combat aussi des fois dans ma tête à faire des journées de choses que j'aime vraiment faire puis que je suis bon. Mais est-ce que je devrais mettre mon temps à faire des choses des fois qui sont... Moi, je pense que tu devrais juste trouver la bonne personne qui, lui, c'est ça qu'il aime faire. Je pense aussi. Puis c'est juste de trouver la bonne personne, puis après ça, lui, il s'amuse pendant que toi, tu t'amuses, puis que tu as des résultats avec quelque chose qui est un peu moins ton... Je pense que je suis d'accord avec ça. Ouais. On travaille là-dessus. Dis-moi, t'as-tu... Ben oui, exact, c'est toujours d'avoir le bon match, de trouver la bonne personne. Dans ce parcours-là, ça fait combien de temps MindBlue existe? MindBlue, ça va faire 4 ans, depuis 2021 qui est vraiment le supplément. La canette depuis début 2023, fait que c'est comme notre deuxième année. OK. Cool. Puis là, 2025, je sens que c'est la bonne pour... C'est quoi les plus grosses erreurs que tu as faites dans ce parcours-là? Donc, produits de niche, produits de qualité, premium, fabriqués ici, vente en ligne, retail. Tu sais, c'est un modèle d'affaires qui n'est pas nécessairement simple. Ouais. Surtout que tu n'es pas issu du retail, justement. Pas du tout. Donc, c'est quoi les erreurs que tu as faites que tu aurais aimé peut-être savoir avant de te lancer? La plus grosse est arrivée en 2023, justement, avec le lancement de la canette. On a eu un gros rappel de Santé Canada, qu'on a eu un rappel de masse qui est niveau 1, fait qui est danger pour le public. Fait que j'en parle ouvertement aujourd'hui. Puis justement, ça fait partie du storytelling de la business. Puis on en rit aujourd'hui parce que c'est... Je sais pas, je trouve ça le fun d'en parler puis de dire où est-ce qu'on est rendu malgré ça. Il y a beaucoup de recherches et de choses à faire quand tu te lances dans des produits qui sont nichés ou qui sont hors conventionnel. Tu sais, tu veux te lancer un pâté au poulet, tu fais attention dans ma pack, c'est ça. Nous, on est un aliment supplémenté. Fait qu'un aliment, c'est une chose, un supplément, c'est une chose. Nous, on a créé le supplément en premier, 1 an d'études pour avoir le NPN, qui est un numéro d'identification de Santé Canada, qui t'approuve ton produit. Tout fait nos devoirs, tout est fait, approuvé, on peut vendre, génial. Aliments supplémentés, c'est nouveau un peu depuis quelques années. C'est encore zone grise un peu. Puis il y a beaucoup de compagnies qui venaient des États-Unis qui, eux, avaient comme, on va l'appeler un waiver pour eux autres. Là. Il y avait un droit de vente ici, mais c'était temporaire. Parce qu'eux, ils ont des passe-droits des fois. Okay. Eux, il y avait notre genre d'ingrédients un peu peut-être. La réalité, c'est que nous, quand on s'est lancé comme ça avec le produit, on a fait affaire avec un consultant de Santé Canada et on a fait une réplique de notre supplément avec notre canette. Okay. On s'est fait dire, c'est correct, tu peux lancer ça comme ça va être correct, il n'y a pas de trouble. Quand tu lances un aliment supplémenté, tu n'as pas besoin d'avoir un NPN. Tu peux juste le lancer, puis un peu comme approuver jusqu'à preuve du contraire. Et c'est ce qui est arrivé. C'est qu'après 6 mois, après dans 450 points de vente, des super bonnes ventes, les clients tripent, on se fait dire que les ingrédients à l'intérieur de tout ça sont dangereux pour le public, sont pas légaux. Mais là, nous, on dit, bien, notre supplément est approuvé, sécuritaire, génial, puis oui, mais c'est correct en poudre, mais c'est pas correct en canette. Oui, mais ça, c'est une consommation. Le supplément, il peut prendre 2-3 scoops s'il veut. Rien voulu entendre, rappel de classe 1, perdu 450 points de vente, détruit 30 000 canettes, puis c'est détruit une par une devant la madame, les bras croisés qui nous regardent. Là. Fait que c'est vraiment, tu peux pas en garder une pour chez toi pour la boire. C'est l'équivalent de brûler des billets d'argent. 100%. Fait que ça a été rough. C'est très bien que c'est pas néfaste pour l'humain parce que c'est le même produit qui était dans le C'est le même produit. Fait qu'encore là, il y a un petit peu d'incohérence des fois. Il y a un petit peu de département qui aurait tendance à devoir discuter ensemble un peu plus. C'est plate, mais c'est un gros apprentissage. Puis maintenant, on double vérifie l'ensemble des choses qu'on fait. C'est une chose des fois aussi de... Tu fais confiance à des professionnels, parce que là, c'est ce qu'on avait fait. Mais il y a des professionnels pour tout aussi. Lui, c'était un consultant pour les suppléments. Moi, je ne devais pas avoir un consultant pour les suppléments, pour les aliments. Je devais avoir la nouvelle gamme de consultants pour les aliments supplémentés. Fait une grosse erreur, mais comme je te l'ai dit aussi avant le podcast, moi, j'ai besoin de la claque pour apprendre. Fait qu'on a bien appris, puis maintenant, notre produit va super bien, puis regarde, on a des excellentes ventes. Fait que ça a été un bel apprentissage malgré tout. T'as-tu eu d'autres leçons importantes depuis que tu as lancé ça? Les 6 palettes prises aux États-Unis, ça aussi, ça a été rough. Puis un peu le même genre d'erreur, encore une fois, je te dirais, quand tu es pressé en affaires, tu as toujours des problèmes. Ça, je pense que c'est rare que ça va pas arriver que tu n'as pas des problèmes. Puis surtout, je le découvre dans un retail où est-ce que, étant issu du domaine du coaching, de l'entraînement, si je suis pressé à lancer une nouvelle landing page sur mon site, il n'y a pas grand marge d'erreur possible. Tu as fait une faute à quelque part, puis c'est pas grave. Oh oui. Quand tu lances un nouveau produit, il y a beaucoup d'argent en jeu. Puis d'un autre côté, mais tu peux te faire rappeler comme ça, puis ça peut arriver. Fait que nous, c'était encore une fois, hey, on veut vite rentrer sur le marché américain. On a un distributeur. Parfait, on prend leur consultant à l'interne là-bas, mets-nous ça en anglais. Mets-nous ça légal pour les States. Ils nous envoient ça. On fait 30 000 canettes. On les envoie.
ah, il y a un claim qui n'est pas légal. On peut pas dire que ça improve cognitive performance, faut que tu dises un autre terme ou whatever, fait qu'on l'approuve pas. Mais si lui, il l'approuve pas là-bas, moi, il m'approuve pas ma canette juste en anglais ici non plus, là. Fait qu'on avait un autre 30 000 canettes qui étaient prises, qui pouvaient pas être vendues. Puis, pour te dire comment ça a terminé, c'est rendu les réserves de Kahnawake qui vendent les canettes qu'on n'a pas le droit de vendre à l'extérieur. Fait qu'on peut tout le temps trouver des solutions. Encore une fois, c'est très out of the box comme situation, mais ça nous a permis de vendre ça. Puis eux, ils en passent à coût de 100 caisses par mois peut-être. Comme ça, les autres, ça roule là-bas, là. Mais ouais, ça a été une autre grosse leçon quand même. Puis ça nous a mis un frein à la croissance vers les États-Unis. Ça a juste fait comme, prenons 2 minutes. On arrête un peu, on vient de perdre beaucoup d'argent avec un rappel, on vient de perdre de l'argent avec ça aussi, ou de l'argent sur pause, parce que Kahnawake va le passer tranquillement. Ouais, ça va être long. Ouais. Ça sera pas. Fait que revenons aux bases un petit peu plus, puis c'est ce qu'on a fait, puis garde. Fait que là, est-ce que ça t'a permis justement d'apprendre à être un peu plus posé, un petit peu plus réfléchi dans tes décisions, aller peut-être un peu moins vite, justement? Oui, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Tu sais, entrepreneur, c'est pas tant quelque chose que tu apprends à l'école ou autre, on le dit souvent, tu sais, tu peux apprendre Des fois, je m'en veux d'avoir rapidement quitté l'école. Peut-être que j'avais certains skills que j'aurais pu apprendre. De l'autre côté, pas du tout, parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais je suis un fonceur. Puis comme je te l'ai dit, un de mes traits de caractère d'avoir besoin de l'erreur, ça amène quand même un petit... j'ai un haut degré au risque. Tu sais, j'ai une grosse tolérance au risque. Fait que ça fait que des fois, je prends des décisions comme ça trop hâtives. Puis ça vient avec des claques qui, là, maintenant, c'est plus juste des claques à moi d'en face. C'est des claques monétaires ou autres qui peuvent impacter ma famille, mes employés, mes partenaires ou autres. Fait qu'on doit faire plus attention. Fait que oui, ça a été un wake-up call pour l'ensemble de tout le monde. Puis des fois, je pense que ça ramène, comme je l'ai dit tantôt, au lieu d'essayer de gagner l'ensemble du monde d'un coup, quand on n'est pas une entreprise avec des centaines de millions qui a prêt en marketing, on est une PME au Québec avec un super beau produit, excellent, génial. Concentrons-nous ici d'abord. Gagner des acquis pour après ça bâtir là-dessus. Puis il y a possibilité d'avoir une entreprise incroyable qui peut croître en malade juste au Canada, puis qui se proposait de se faire acheter après 10 ans pour des millions et des millions. Puis c'est une de nos stratégies qu'on envisage pour le moyen et long terme. C'est une entreprise qu'on voit s'expandre globalement, mais si on a des propositions éventuellement, regarde, on est loin de ça pour l'instant, mais l'objectif, c'est peut-être d'y aller plus une étape à la fois, en ayant toujours les yeux ouverts sur davantage d'objectifs, ou tu sais, une petite note dans le cahier de plus, puis de vouloir tout faire en même temps, tout le temps, c'est comme essayer de courir des deux bords, ça se peut que tu t'en fasses. Je pense qu'on fait souvent l'erreur comme entrepreneur de regarder les grands de ce monde, les Amazon, les Apple et tout ça, puis de dire, OK, ça me prend cette structure-là, je vais y aller comme ça, mais il ne faut pas oublier que Amazon est parti de rien, puis ils ont commencé avec des livres, puis ils shippaient eux autres mêmes, puis ils ont parti de là, puis ils ont buildé là-dessus. Puis des fois, on surestime qu'est-ce qu'on peut faire en fait, comment qu'on dit? On surestime qu'est-ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Ouais. Et souvent, c'est qu'on va prendre des décisions avec le plan long terme, mais à court terme, puis finalement, c'est ça qui va nous ralentir vers notre vision long terme. Fait que des fois, d'accepter d'y aller un peu plus petit, faire des small wins, puis après ça, grossir, à la place de vouloir croître trop rapidement. Ouais, puis finalement, faire un pas de reculon. T'sais. Surtout aujourd'hui, avec TikTok, avec tout ça, comme on est tellement dopamine-driven. Tout ce qu'on voit, avant Instagram, on était jaloux qu'un est plus en shape. Plus ça, c'est beaucoup du pareil. Puis maintenant, on dirait que tout le monde est successful, puis tout le monde fait des millions, puis tout le monde fait ça. Fait qu'il y a beaucoup de pression sociale dans tout ça. C'est vrai qu'entrepreneur, de pas se dire comme, hey, lui, il me semble qu'il s'est lancé il y a 1 an, pourquoi il est déjà rendu là? Puis tant mieux pour lui si c'est ça. Il a peut-être eu de la chance, il a peut-être été encore plus intense que moi, il a peut-être pas 2 jeunes enfants comme moi à la maison. Ou... Tant mieux si d'autres personnes réussissent. Oui, il y a la pression dans un produit de pas vouloir laisser la chance à d'autres de prendre ton spotlight, de prendre comme, hey, t'as de quoi d'intéressant? Tu sais, demain, si Pepsi veut faire une boisson énergisante avec des nootropics, je peux pas rien faire, là. Ouais. Mais comme tu l'as dit, des fois, d'essayer de pas trop regarder les autres, pas trop de se concentrer sur son objectif, son truc. 1 année à la fois, ça peut être bon, sans pour autant s'enlever de l'idée qu'on doit avoir un plan de 5 ans puis de 10 ans derrière la tête. Exact. Tu as touché les réseaux sociaux, la pression sociale, tout ça. Comment tu vois ça? Pas facile, pas facile. Tu sais, là, j'ai 30 ans. Parce que là, ça a pris de l'ampleur, tes affaires, tu as des contacts partout, des messages, des commentaires. Ouais. Comment tu deals avec ça?
mieux qu'avant, je te dirais. Tu sais, j'ai tout le temps été très actif en ligne. Comme j'ai dit, là, j'ai 30 ans à cette heure. On dirait que la trentaine m'a donné une maturité. Là. Je sais pas ça sort d'où. Là. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup un besoin de reconnaissance. Puis je pense que, tu sais, je suis issu du domaine du fitness, fait que très physique, très visuel, très compétitif, très... Ouais. Tu sais, tout le temps, t'es mieux... Perception. Oui, t'es ouais. mieux que les autres, t'es mieux que ci, t'es mieux que ça. Fait que je te dirais que de ce côté-là, ça a été quand même assez des années de comparaison avec les autres. Maintenant, je suis très motivé par mes propres objectifs. Je suis très dans ma propre petite bulle qui avance en tout temps. Fait que mes réseaux, d'être autant public, de parler, on en parlera si tu veux, mon histoire de prison, de parler de les erreurs des entreprises, des choses, ça a rapproché beaucoup de gens de ma personne un petit peu plus. Fait que j'ai un contact très proche avec mon audience ou avec les gens en ligne. Et d'un autre côté, ça laisse la chance d'avoir beaucoup plus de commentaires négatifs, de gens qui rient de toi, de trucs du genre aussi. Fait que j'ai dû apprendre beaucoup à dealer avec ça pour voir est-ce que je suis capable d'autant rester actif en ligne puis de faire face à la critique. Puis de faire face à crise de cave, t'aurais donc dû faire attention à ta formule qui est illégale, puis de... Tu sais, des affaires de même, t'en as beaucoup, là. Ben oui, les user 18, 21, 47... Avec une photo de chat dans sa photo exact. de profil. Là. Ça, c'est tous les jours des choses comme ça. C'est pas drôle. Hein? C'est pas drôle. Les gens oublient qu'il y a un humain derrière l'écran. Ouais. Puis il y en a déjà qui me l'ont dit, des influenceurs, des trucs, tu sais, qui se réveillent les matins puis que c'est comme va te pendre, des affaires comme ça. Tu sais, oui, ça doit être rough, mais je pense qu'à un moment, tu dois juste mettre ça de côté. Puis je te dirais qu'en ce moment, je suis très focus. Je suis très focus sur mes objectifs, sur mes choses. Fait que comme toutes ces choses-là, je les vois pas. J'ai des gros objectifs, des grosses envies pour les prochaines années. Je focus sur ma famille, sur mes enfants, sur mes employés, sur mes partners, sur mes produits. Fait que, mais j'utilise les réseaux pour faire rayonner tout ça. Puis j'essaie d'en avoir un plaisir aussi. Parce qu'au-delà de l'entrepreneur, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup l'entertainment aussi. J'aime mon podcast, j'aime ça. Tu sais, j'aime créer des relations, j'aime faire réagir, j'aime donner mon opinion, j'aime être devant la caméra. Fait que c'est de jongler en tout ça, qui pour moi n'a pas tout été facile aussi de pas juste faire une chose. J'ai jamais été capable de juste Sam Mindblow, de Sam Podcast ou de Sam Entertainer. J'ai tout le temps dû faire plein de choses en même temps. Puis on dit souvent qu'il faut se diversifier. Oui, mais moi j'ai besoin d'être stimulé. Fait qu'en ce moment, je te dirais que je suis en train de trouver peut-être l'équilibre dans tout ça qui me fait du bien. Okay. À voir si... Tu sais, un équilibre, des fois, c'est fragile aussi, là, comme le balancier. Il faut faire attention. Fait qu'il faut juste que je reste focus, je reste concentré, puis je laisse pas rien m'enlever tout ça. Le podcast Le Côté Sombre des Affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du Club Privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Beaucoup de sagesse là-dedans. Pas pire, tu été sage de même toute ta vie? Pas du tout. Pas du tout. Tu vois est-ce que c'est parti? Tu vois est-ce que c'est parti, Mindblow? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu une erreur de parcours puis qui t'a amené à changer de chemin complètement. Ouais. Tu sais, si on vient quand même assez loin, c'est un sujet que je parle régulièrement sur mon TikTok ou autre. J'ai été en prison quand j'avais 23, j'ai eu 30 ans, ça va faire 7 ans, je suis dans mes procédures de demande de pardon, by the way, en ce moment. Quand j'avais 21 ans, j'ai été arrêté pour trafic, possession, complot. Ils m'ont mis une belle grosse étiquette. Puis moi, je suis du domaine du fitness, comme tu le sais. Fait que je vendais des suppléments, je vendais des programmes, puis je vendais des stéroïdes à l'époque. Puis avec ça, ben, vient une étiquette, puis vient que un de mes clients à l'époque, c'était, sans le savoir, un agent double pour la police. Il y avait une enquête, il y avait un escouade qui se bâtissait pour démanteler un réseau de trafiquants dans le coin de Laval. Puis moi, je me suis ramassé là-dedans
par la vente des stéroïdes. Puis ce gars-là arrêtait pas d'essayer de me faire lui vendre autre chose. Tu sais, as-tu telle affaire, as-tu telle affaire? Puis moi, j'étais comme, non, c'est ça que je te donne, c'est ça que j'ai. Puis malheureusement, à un moment donné, j'ai eu ces choses-là en question. Je gardais des choses pour des gens, puis j'ai donné cette chose-là à cette personne-là. Puis honnêtement, c'est comme... Tu peux me taper ses doigts pour les stéroïdes, pour les erreurs, pour les gens avec qui je me tenais, puis tout ça, mais ça, c'est vrai que c'était un one-time deal. Que c'était juste un « Ah, je vois que c'est ça que j'ai chez nous, je te retexte, hey, finalement, je peux t'en avoir, puis j'en ai donné, puis finalement, je me suis fait arrêter. » Puis j'étais la seule personne qui était arrêtée dans l'ensemble des choses, comme j'ai mangé la claque pour tout le monde. Puis ça a été le plus grand wake-up call de ma vie, puis j'avais juste 21 ans, c'est ça? Fait que c'est quand même assez jeune pour avoir la plus grande claque de ta vie à ce moment-là, mais ça a été, comme je te l'ai dit, la plus belle chose qui m'est arrivée parce que ça m'a complètement réveillé. Puis ça m'a réveillé non pas, pas des mois après tout ça, ça m'a réveillé au moment où je me fais mettre les menottes. Il y a un spark dans ma tête qui se fait, puis c'est comme, ma mère est gardienne de prison. Mon père a été éducateur en foyer de groupe avec les jeunes délinquants. Je suis issu d'une éducation... T'es pas issu de 2 parents, tout croche, tu pantoute, là. T'as une bonne éducation. Très, très bonne éducation. Puis je pense que ça, c'était juste l'appât du gain. C'était vraiment juste... Je cherchais mon identité, de l'argent. Puis j'ai toujours été très à l'argent. Oui. Me faire valoir auprès de des gens un peu plus vieux que moi, qui les voitures, les femmes, tu sais, un jeune homme en recherche d'identité, qui lui aussi fait des stéroïdes, qui veut tellement se prouver au monde... Puis là, ben, il mange la claque pour tout le monde. Là, ça m'a réveillé. Là, ça fait t'es pas à bonne place, je sais pas qu'est-ce que tu fais là. Puis du jour au lendemain, bon, il y a eu les procédures qui ont duré 2 ans. Il y a eu l'incarcération. J'avais déjà rencontré ma femme du moment proche des procédures. Fait qu'elle a été avec moi pendant que j'étais en prison. J'avais déjà ma première compagnie qui était Projet Physique à l'époque dans le coaching. Fait que j'étais déjà dans une espèce de réhabilitation de mon ancien... domaine où est-ce que j'étais, des gens avec qui j'étais déjà sur la bonne voie. Processus. Oui. Oui, OK. J'ai quand même dû faire face aux conséquences, mais j'avais un plan de match à la sortie, j'avais des gens qui m'attendaient, j'avais une maison, j'avais des choses qui étaient prêtes pour moi en sortant, puis ça a été ça le plan de match. Puis j'ai jamais dévié par la suite, puis ça a été ça depuis 7 ans, puis comme je te l'ai dit, là, on est dans les procédures pour peut-être avoir un pardon éventuel, fait que c'est... Mais on me dit souvent, tu aurais-tu continué à faire des niaiseries comme ça? Puis, tu sais, on a parlé très rapidement de ça a été quoi toute la situation, mais ça a duré quand même quelques années. Ben oui. Puis peut-être que je serais encore là-dedans aujourd'hui. Est-ce que tu as réalisé que c'était la plus belle chose qui t'est arrivée pendant que tu étais dedans ou c'est après? C'est sûr que quand tu te fais avoir par un agent double comme ça, sur le coup, t'es comme, ouais, tu sais, c'est une trahison quasiment. C'est une énorme trahison parce que cette personne-là a été avec moi. Je présume, ben, il était avec moi pendant pratiquement 1 an comme client. Oh fait que c'était comme quasiment un ami. Là, oui, c'est ça. Fait que ça a été très. Ça fait chier. Sur le coup, ça fait énormément chier. Puis sur le coup, je suis encore jeune, je suis encore con, je suis encore ça. Fait que c'est difficile de comprendre l'impact de tout ça à ce moment-là. Mais comme je te l'ai dit, dès l'arrestation, il y a quand même eu un spark que j'ai dû m'éloigner des gens autour de moi avec ça. Le vrai moment où je te dis que j'ai réalisé que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est après la prison. C'est après les conséquences, okay. Etc. Parce que le 2 ans de procédure a été les 2 ans les plus stressants de ma vie. Des moments quand ça cognait à la porte, je devais courir en haut, voir c'était qui en bas, des peurs. Tu doutais-tu que ça allait finir possiblement en prison? Ou je pensais pas. Tu te faisais dire non, ça va être correct? Puis... On pensait que ce serait prison à la maison. T'sais, première offense, un bon background, des parents là, une femme, tout ça. Puis la journée de la décision, j'arrive là-bas, puis c'est pas mon avocat qui est là, c'est son adjointe. On dirait que j'ai compris dès ce moment-là. J'ai fait OK. Ben, on dirait que j'ai eu un feeling de comme. Il se pointe pas parce qu'il sait que c'est quoi. Je sais pas. Puis je dis pas ça comme si c'était ça l'affaire. On dirait, moi, ma perception, ça a été comme, il sait que ça finit mal pour moi aujourd'hui. Il a pas daigné se pointer. Il a envoyé son adjoint comme, tu sais, va juste savoir le coupable pour lui, puis that's it, là. Ah ouais, je me suis senti comme ça. Puis ouais, comme, c'est même c'est senti. Je dis pas que c'est ça. Peut-être que je suis en urgence, puis... mais je comprends que... Comme je dis, je comprends que ça doit être ordinaire que t'es comme à la ligne d'arrivée, puis le gars qui t'a défendu, il est pas là. Je comprends ton... Ouais. Puis tu sais, quand tu te fais... ton sentiment. Mettre coupable, ils m'ont dit, on peut pas ne pas te donner de peine parce que un autre vrai tannant qui, lui, le mériterait peut-être plus que toi. Qui a fait la même chose. Lui va l'utiliser comme un argument pour ne pas... Ouais, c'est quoi le nom déjà, là? C'est quelque chose de... En tout cas, jurisprudence. Jurisprudence, oui. Voilà. Fait que de mon côté, j'ai eu 10 mois et demi de prison.
Mais le 10 mois et demi, j'ai fait un 6e, donc j'ai fait peut-être un 2 mois peut-être en prison. Mais c'est pas une vie, là. Mais c'est le 2 mois le plus long pour une personne qui a besoin d'être concentrée, d'avoir des projets, d'être sur... comment tu dis ça? Ça a-tu été plus long les 2 ans avant la prison ou les 2 mois en prison? Les 2 mois ont été longs en salle. Les 2 ans ont été stressants et difficiles. Mais l'après, c'est là que ça a fait comme... Tu sais, je te dirais, quand je te dis que je me suis... Ça t'a propulsé? Mais ça m'a propulsé parce que j'étais prête. Puis j'avais ma femme, j'avais ça. Fait comme il y a eu une confiance envers ma femme. Tu sais, elle est restée là pour 2 mois. Mais si j'aurais pas eu un 6e, j'aurais pu être là pendant 4 ou pendant 6 ou pendant 8. Fait qu'il y a une confiance dans mon couple déjà gagnée. Fait que ça a propulsé. Il y a eu des nouveaux amis qui m'ont propulsé. Il y a eu le focus sur la compagnie qui est légale qui m'a propulsé. Mais c'est à ce jour, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, que là, je le sais que c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée. C'est une fois que tout cet ego-là, puis tout s'en va, que là, c'est comme t'es la personne que t'es aujourd'hui, avec les bonnes valeurs qu'on t'a éduquées par tes parents, etc. Puis t'es driven, t'es concentré sur tes projets légaux grâce à tout ça. Parce que peut-être que l'appât du gain serait revenu, peut-être que je serais encore dans les mauvaises fréquentations, parce que j'étais quelqu'un qui devait tester les limites tout le temps. Fait que tant mieux que je l'ai eu si jeune, tant mieux que je l'ai eu sans avoir à... Sans enfant, par exemple. T'imagines? Ouais. Fait que non, je me sens chanceux dans tout ça. Puis comme je dis, je remercie aujourd'hui. Je lui serrais la main à cet agent double-là aujourd'hui pour lui dire merci. Parce que sans lui, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Wow. Ouais. C'est vraiment beau ce que tu dis. Parce que des fois, c'est ça, on vit des situations tellement challengeantes ou des échecs. Puis faut juste réussir à trouver le cadeau là-dedans. Oui. Parce qu'il y a toujours quelque chose de positif qui va découler. Des fois, c'est pas tout de suite. Des fois, c'est des mots, des années qui suivent. Mais c'est le fun que tu le vois puis que tu le partages aussi ouvertement. Tu pourrais juste être gêné puis je l'ai été ça longtemps. pour toi. Puis je l'ai été c'est longtemps. beau de le partager puis de... Merci. D'aider le monde avec ça puis comprendre. Puis tu sais, pas besoin d'aller en prison pour s'accrocher à ton histoire. Tout le monde vive des situations d'une façon ou d'une autre, gênantes ou whatever. Puis je pense que de la façon que tu le fais, puis d'apprendre de ça, puis de dire, écoute, c'est pas grave, je me suis planté sur ce coup-là, j'ai fait une erreur cette fois-là, ben ça fait la personne que je suis. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se planter des fois, qui l'ont pas eu encore. Puis il y en a d'autres qui, je pense, que j'essaie de sensibiliser à travers ces choses-là, de comme, rends-toi pas jusque-là. Parce qu'encore une fois, toi, tu as peut-être des enfants. Toi, tu vas peut-être aller dans la petite goutte de plus qui va faire déborder le vase, puis que toi, tu vas avoir 10 ans, ou que tu vas blesser quelqu'un, ou que tu vas te blesser, ou comme... Je suis chanceux dans toute cette situation-là que ça n'ait pas été vraiment pire que ça. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime mieux en partager ouvertement sur les réseaux. Puis ça fait vraiment la personne que je suis. Ça fait partie du... Je vais dire le personnage, mais la personne. Parce que ça m'a enlevé... Pas nécessairement ces défauts-là, ça fait partie de nous, etc., mais c'est une erreur de parcours. Puis le parcours, aujourd'hui, en est plus beau parce qu'on a eu un apprentissage. Oui, puis comme on dit, si dans un échec ou une erreur, on apprend quelque chose, bien finalement, c'est pas un échec. Exact. On est gagnant, dans 100%. Le fond. Les gagnants, ils perdent jamais. Ils apprennent de toutes les situations qui se passent. Exact. Le jeu, wow. Il a pris une bonne. Puis aujourd'hui, ben, tu es rendu podcaster, tu interviews un paquet de monde, principalement des gens d'affaires, des entrepreneurs. Plus de 100 épisodes. Tu as eu un paquet d'épisodes qui ont eu des belles vues, des beaux commentaires. Il y a une belle vibe autour de ça. C'est quoi le côté un peu plus sombre du côté du podcast? Parce que quand les gens écoutent un podcast, ça a l'air beau, ça a l'air facile, puis tout est le fun, mais le behind the scene, ça fait un peu plus longtemps que moi que tu fais ton podcast quand même. C'est quoi les apprentissages ou le côté un petit peu moins glamour du podcasting? Je pense, comme tu le sais, ça demande quand même beaucoup de préparation, beaucoup de choses. Moi, je te dirais que c'est très, très consumant en termes de temps. Je te l'ai dit tantôt, je suis quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps sur plusieurs projets en même temps. Puis ça a souvent été une problématique pour moi, d'être pas 100% focus sur quelque chose, d'être divisé dans beaucoup de choses, d'être dilué. Mais c'est la personne que je suis. Puis des fois, comme j'aime peut-être mieux faire moins d'argent, mais être vraiment passionné dans plusieurs choses. Tu sais, c'est difficile à discuter des fois comme discussion un peu, comme sujet. Mais moi, pour l'instant, c'est ce qui me fait du bien. Fait que le podcast, c'est pour moi quelque chose qui me fait du bien pour mes relations. J'ai souvent été quelqu'un qui était plus le mouton noir dans les différents projets. J'aimais ça quand les gens allaient à gauche, moi j'allais à droite. Et finalement, tu rencontres du monde comme toi. Oui. Puis j'apprends à déceler d'autres problèmes. On se rend compte qu'on connecte sur beaucoup de choses. Puis, tu sais, comme ton podcast, le côté sombre des affaires, mais c'est
on se rend compte que des gens qui, des fois, surtout avec les réseaux ou autres, qu'on a l'impression que, pas que tout est beau, mais qu'encore une fois, ce qu'on partage, c'est les belles choses du quotidien, c'est le succès, c'est ça. Il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens... J'ai reçu Benoît Gagnon dernièrement sur mon podcast, puis on parlait de problèmes financiers, puis t'es comme quand tu le vois à la télé, tu penses pas qu'il y a eu des problèmes financiers ou qu'il y a eu de la misère avec ses dépenses, avec ses choses. Puis je trouve ça intéressant de pouvoir aller creuser dans un podcast qui a des sujets comme ça, d'en apprendre davantage sur les gens comme ça, de connecter à un niveau un peu plus humain. Mais qu'est-ce qui est difficile, surtout, c'est d'être vraiment tout le temps focus sur ce genre d'épisode-là. Parce que des fois, bon, oui, il y a des sujets qu'on va vraiment creux puis deep, puis d'autres que des fois, ben, c'est des sujets qui sont très, très, très controversés. Fait que faut faire face à la critique, faut faire face à des fois... Tu as eu quand même une cas de podcast très controversée. Oui, ouais. J'aime ça. Ça me dérange pas trop, puis je pense que l'étiquette... C'est habitué à ce côté-là, que justement, le côté un peu plus controversé, puis les haters, tout ça, tu vis mieux avec ça. Oui. Maintenant, tu l'acceptes un peu plus. 100%, puis je pense que tranquillement pas vite, on me colle une étiquette de personne authentique. Puis ça, je pense que j'apprécie ça. Parce que de me regarder... C'est une belle étiquette, ça te décrit bien. Merci. Mais quand je regarde le Samuel du passé, de la shape, du physique, des stéroïdes, c'était peu authentique. C'est quelqu'un qui se recherchait à travers des... Oui, mais c'était pas authentique, puis c'était beaucoup d'ego, puis beaucoup plus fraîchier, puis aujourd'hui, j'essaie vraiment d'être le vrai Sam de comment je me sens, puis c'est dans l'authenticité, puis c'est dans ça les discussions que j'ai avec le podcast. Fait que d'avoir des sujets controversés, j'ai reçu des gens dont on est fans, puis j'ai reçu des gens de les mâles alpha, puis de ci, puis de ça, puis quand on en parle, j'essaie tout le temps d'être non biaisé, parce que de mon côté, il y en a des sujets que je suis d'accord, puis qui sont pas la culture populaire. Puis il y en a que je suis pas d'accord aussi. Mais je suis pas là pour venir ramasser mes invités ou comme, tu sais, des fois, c'est ce que je parle de tout le monde en parle ou autre, que j'ai des fois la difficulté avec la dynamique de l'émission. Je trouve que c'est très, on te met dans un coin puis le peuple te ramasse. Moi, c'est le contraire. C'est, je te reçois, je suis pas du tout d'accord avec tes valeurs. Allons voir c'est quoi ton point de vue, parce que moi, je suis pas de ton point de vue, 100%. mais je suis pas obligé de te piquer ou de te planter là-dessus. Ma fille, je veux pas qu'elle fasse OnlyFans, parce que... on passe pas à ça. Mais avec quelqu'un, il faudra peut-être avoir des discussions, mais de recevoir des gens puis d'avoir ces sujets-là puis d'essayer de comprendre, ça m'intéresse. Fait que non, je te dirais que pour l'instant, le podcasting, c'est très positif pour moi. C'est beaucoup consumant sur mon énergie, sur mon focus sur les autres projets, sur la préparation, sur tout ça. Des fois, c'est difficile de parler de certains sujets puis de pas nécessairement savoir de comment ça va être reçu ou autre. Mais en général, le podcast, pour moi, ressort juste du bien de ma personne, de mes discussions, puis m'aide à m'élever dans mon côté relationnel qu'avant, je n'utilisais pas assez. Okay. On disait que mon temps était beaucoup mis sur la business, la famille, les amis, puis tu le sais comment c'est important, les relations en affaires, sur tellement de choses. Je pense que le podcast, ça a été le tremplin pour moi à faire des relations, puis à faire des contacts, des fois stratégiques, mais des fois c'est vraiment amical aussi, parce que c'est important aussi d'en avoir, même en affaires. Fait que c'est très positif pour moi le podcast, puis je le vois comme si, même si des fois un épisode va pas être le préféré des auditeurs, potentiellement va être mon préféré à moi sur tellement de différents points. Fait que c'est... Puis des fois, il va être le préféré à certains. Oui. Puis ça peut avoir un énorme impact sur plein d'affaires. Exact, il va être moins populaire, puis finalement, tu vas peut-être avoir transformé une vie, avoir été le déclic pour quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Ouais. Fait que non, j'adore le podcasting. C'est un très, très beau médium. C'est difficile. On le voit qu'il y a tellement de compétition. Tout le monde a un podcast aujourd'hui. Mais je pense quand... Tout le monde démarre un podcast aujourd'hui. Oui, merci. On dit qu'il y a plus que 20 épisodes, c'est un podcast qui va perdurer. Il n'y en a pas beaucoup. Puis justement, j'en ai vu énormément dans le studio où j'enregistre qui malheureusement sont morts assez rapidement. Puis c'est plate, mais c'est pas facile. Puis c'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Moi, tu vois, j'ai pensé 2 ans avant de lancer le podcast. Pendant 2 ans, je me disais, ça me prend un podcast, ça me prend un podcast. Puis la seule chose qui me limitait, c'était comme, si je le fais pour les 10 prochaines années. Ouais. Donc, est-ce que je suis prêt à m'engager pour les 10 prochaines années? Est-ce que j'ai l'équipe en place? Est-ce que j'ai le contenu, le concept? Fait que pendant 2 ans, je n'étais pas prêt. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée. Puis j'ai dit, OK, parfait, on le part en Grèce, puis on va le faire de telle façon. Puis pour moi, c'était un no-brainer que si je le faisais, c'était à long terme. C'est parce que ça dépend pourquoi tu veux le faire. Il y en a des gens qui le font pour dire, je veux être juste moi derrière le micro, puis je veux faire 30 minutes, puis je veux faire 5 short-form content avec ça pour mes réseaux, puis ça a peut-être la valeur pour toi, pour tes réseaux, puis c'est génial. Moi, je me suis rendu compte que parler tout seul, j'étais pas bon, puis j'aimais pas ça.
Mais je te l'ai dit, je suis un entertainer, j'aime ça, j'ai une grande gueule, puis j'aime jaser avec les gens. Puis je pense que j'ai une bonne écoute. Je pense que c'est une de mes qualités que je peux me donner. J'adore écouter les gens parler. Fait que aussi bien l'utiliser pour recevoir des gens de qualité sur mon show, jaser ensemble, faire des connexions, puis peut-être même potentiellement rester en contact sur le long terme, puis en plus divertir les gens. Exact. Mais pour avoir été invité sur ton podcast, j'ai trouvé que tu étais un excellent intervieweur, pour vrai. Des bonnes questions, puis c'était sharp. Puis tantôt, tu mentionnais... écoute, merci. mais c'est ça, tu sais, je pense que d'avoir le why assez profond, puis de dire, je fais le podcast, parce que souvent, les gens font un podcast pour la visibilité puis la clientèle que ça va leur amener. Ouais. Oui, ça amène de la clientèle, mais versus le temps et l'argent investi, je pense que le retour sur investissement est très, très long. Oui. Mais si tu perdures, là, il peut y avoir des retours vraiment, vraiment intéressants. Moi, je suis même pas rendu à cette étape-là encore. On le fait, on s'amuse, puis on commence à capitaliser là-dessus. Mais de plus en plus, on a des gens qui viennent. Puis nous, notre but, c'était de montrer vraiment le côté un peu plus sombre, montrer le côté qui est moins connu, puis ultimement, faire connaître nos membres qui sont tous des propriétaires de PME qui sont pas nécessairement connus, qui ont des belles business, mais c'est pas nécessairement des compagnies qui sont partout ces autoroutes, puis qui ont pignon sur rue nécessairement. Puis, ultimement, améliorer notre notoriété. Puis, je pense que nous, notre paye, elle est là. C'est l'impact qu'on a, first. Puis, deuxièmement, la notoriété que ça amène. Mais si je faisais ça juste pour aller chercher des nouveaux membres, de la nouvelle clientèle, j'aurais déjà arrêté. C'est une long shot. T'sais. Oui, mais puis, je pense que l'important, en business, c'est d'avoir des projets long terme, des projets moyens puis des courts termes. Le problème, c'est que si tu fais juste du long terme comme du podcast, ça ne marchera pas. Mais au travers du reste... ça fait partie d'une belle stratégie, puis surtout si tu le files, puis tu aimes ça, puis tu as de l'impact. Tantôt, oui, vas-y, excuse-moi. Si tu te compares, surtout aux États-Unis ou autres, c'est vers l'anglais, je l'ai dit tantôt, des fois, je me sens pris dans mon français de Québec. Ouais. Mais si tu le fais pour les bonnes raisons, puis que ton audience, tu peux avoir un épisode qui a 400 vues, mais 400 vues d'un podcast de 1 heure, c'est peut-être 400 personnes de tellement haute qualité qui peuvent t'amener des choses ou que toi, tu leur amènes quelque chose. Ça dépend, c'est quoi ton why dans tout ça. C'est sûr que si tu te compares aux États-Unis, langage universel anglais, puis que chaque épisode a 20 000 plus views, c'est fatigant. C'est fatigant de se comparer tout le temps. Puis même chose en Europe, tu regardes les francophones, tu te dis, il me semble que je fais du meilleur contenu, puis le gars, il a 25 000 vues, mais c'est parce que sont, je sais pas combien de millions versus nous autres. Fait qu'il y a beaucoup de réflexion derrière tout ça, puis de se dire, si tu vas vers un sujet très, très broad, puis que tu penses avoir comme 95% des Québécois qui vont l'écouter, peut-être de venir revoir un peu tes standards, de venir revoir, être plus réaliste un petit peu. Ouais. Nous, on est, je pense, un peu plus nichés dans ce qu'on fait puis dans nos objectifs. Ça ne m'empêche pas d'avoir des épisodes qui sont complètement hors sujet de l'entrepreneuriat puis d'être juste choquants, controversés, cool, whatever. Ouais. Puis ça, des fois, c'est même un peu plus pour moi que pour l'audience. C'est pour me divertir, pour rendre ça intéressant puis pour faire un bon show. Ouais. Puis tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a touché. Tu as dit, j'ai l'impression... Tu disais que ça te prend beaucoup de temps, le podcast, puis c'est un des challenges, le temps que ça te prend. Mais moi, je te dirais que si tu le vois d'un côté positif, tu sais, quelqu'un qui a plein de projets, puis souvent, les gens chez Avego, ils ont plusieurs entreprises, ils ont plein de projets, ils ont plein de projets à la tête. Moi, je pense que l'important, c'est d'avoir plusieurs projets, mais qui sont en synergie. Donc, si tu fais un projet complètement différent de ta business principale, c'est vrai que tu ne mets pas ton temps. Mais dans ton cas, ton podcast veut pas aide ton brand, veut pas te permettre de faire mieux connaître ton entreprise primaire. Fait qu'ultimement, je pense qu'il faut que tu le vois comme des graines que tu sèmes pour 100%. Ton entreprise. C'est pas quelque chose qui est complètement distinct. Puis c'est là où les gens se perdent à se ramasser dans plein de projets, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de synergie dans leurs entreprises. Donc, le mieux, c'est quand que tous les efforts qu'on fait d'un projet à l'autre vont aider l'autre projet d'à côté, puis l'autre business d'à côté. Puis une des choses que j'ai appris de notre podcast ensemble avec toi, c'est vraiment l'entrepreneur, mais l'intrapreneur aussi. Tu sais, celui qui travaille à l'intérieur de sa business, qui essaie de sauver le plus de coûts. Puis je suis encore comme ça souvent, qui va passer 3 heures à coder une page de quelque chose, que peut-être que de le déléguer à quelqu'un qui va le faire en 30 minutes, puis que ce 3 heures-là, je pourrais être avec toi, avoir un bon podcast, puis à discuter, puis à connecter. Il y a beaucoup de choses que l'entrepreneur, des fois, ne voit pas ou se dit « je vais perdre du temps à aller faire 1 heure de route pour ça », mais que ce dîner-là va peut-être changer ta business pour le restant de tes jours. Tu as peut-être eu une discussion qui va te référer quelqu'un qui va... Fait il y a beaucoup de réflexions à avoir des fois, puis de
d'essayer de pas... Tu peux pas dire oui à toutes les occasions, mais je pense des fois de se dire, parfait, je vais soit déléguer ou remettre à plus tard. Je pense vraiment que ce que moi, j'ai pas assez fait longtemps, c'est mettre de l'avant les relations externes à intra-business, de faire juste du networking, parce que tu sais, le classique networking des cartes ou du vrai networking de qualité, un peu moins d'humain, un peu plus d'authenticité, un peu plus de vraies discussions, puis d'y aller avec des bonnes valeurs, de pas juste vouloir retirer des autres, mais de bien vouloir partager des choses aussi. Je pense que ça a beaucoup, beaucoup de valeur, puis des fois, c'est ce qui va faire que ton 3 heures de codage, là, ça vaut peut-être rien à côté de ça. Là. C'est clair. Hein? Ouais. Hey, merci, mon cher. Puis en terminant, ça serait quoi une leçon ou un apprentissage que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent aujourd'hui de tes dernières années? S'il y avait une chose là, que tu aimerais, que tu aurais aimé savoir peut-être un peu plus tôt? Il y en a tellement. Je pense que dans tout ce qu'on a mentionné, autant mes problèmes de prison que mes problèmes avec MindBlow que de tout ça, ça va avec énormément de patience quand même. Je l'ai dit avec les réseaux sociaux, on est tellement dans un air où est-ce qu'on veut tout de suite. On swipe, puis c'est dur d'être patient aujourd'hui parce que tout a l'air, on dirait, plus long que ça l'était avant. On est trop rendu dopamine addict. Fait que je pense vraiment qu'en affaires, d'avoir un peu plus de patience, ça va aider à beaucoup de choses, puis d'être vraiment ouvert aux opportunités. Comme je l'ai dit juste là à l'instant par rapport à avoir des relations ou des choses, je pense qu'il faut vraiment être capable d'ouvrir ses yeux, puis son temps, puis son agenda aux opportunités, puis de vouloir bâtir des relations. Tu n'as pas besoin d'avoir un podcast pour bâtir des relations, mais d'aller voir à l'extérieur. Nous, on fait beaucoup, on appelle ça cross-pollination, de comment est-ce qu'une autre entreprise, on peut collaborer ensemble. Peut-être qu'on n'est pas du tout dans le même secteur. Comment on peut collaborer? Est-ce que dans tes boîtes du mois, il y a une canette de MindBlow, puis moi, il y a tes jujubes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, entre PME, entre producteurs, fournisseurs, whatever quoi, Québécois, Canadiens, on peut s'aider. Il faut être ouvert, il faut think outside the box, il faut essayer des choses aussi. Fait que moi, c'est vraiment ça. Plus de patience pour ma part et que je recommande aux gens aussi pour mieux analyser les situations puis être un petit peu, comme on l'a dit tantôt, il va y avoir des tarifs, pas besoin de faire un post live là sur LinkedIn que tu vas boycotter l'ensemble des... Réfléchis, c'est quoi ton plan de match? Puis anyway, je l'ai souvent entendu, c'est plate à dire, ça va être raw, les gens s'en calissent de toi. C'est vraiment comme si ton post il est là pour 2 minutes, après ça, il y en a un autre. Fait que focus sur toi des fois dans des situations assez importantes, puis de pas juste vouloir que tu aies 100 likes sur une publication. Focus sur tes choses, focus sur tes projets, puis reste ouvert autour de toi. Puis être ouvert, c'est pas juste d'aller écrire en email, c'est écoute les gens, offre de la valeur, sois présent. Je pense que ça, pour moi, c'est les plus belles choses que j'ai appris dans les dernières années. Puis c'est ce qui m'a ouvert le plus d'opportunités sur tellement de choses. Fait que voilà. Ouais. Le temps fait bien les choses, puis les grandes choses prennent du temps aussi. Ouais. Alors sur ce, merci mon cher. Merci à toi. C'était vraiment une belle discussion. J'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, on vous invite à partager l'épisode à d'autres entrepreneurs, à d'autres personnes et à liker nos publications. On se voit dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Samuel Maudry, merci mon cher. Merci à toi. Ciao.